Fabrice Riceputi, donc une date tristement célèbre des deux côtés de la Méditerranée désormais, mais vous, dans votre livre, vous retracez d'abord le travail de cet homme, Jean-Luc Einaudi. Pourquoi est-ce que vous avez voulu lui rendre hommage ? Écoutez, le grand historien algérien Mohamed Harbi a dit de Jean-Luc Einaudi, lorsqu'il est mort, qu'il avait été un héros moral. Et effectivement, dans le parcours de cet homme, dans le rôle qu'il a joué pour la connaissance historique d'abord de l'événement qui avait été entièrement occulté, puis pour la reconnaissance publique de cet événement, a quelque chose d'effectivement d'héroïque, au sens où il a été confronté à une adversité très grande. Il était historien ni de formation ni de profession. Il était éducateur. Et pourtant, il était éducateur à la PJJ, à la protection judiciaire de la jeunesse. Et pourtant, son rôle est considérable pour la connaissance publique d'un événement qui a été très longtemps non pas oublié, mais occulté. Alors, il était militant au Parti communiste marxiste-léniniste à l'époque, le PC-MLF. Alors, rappelez-nous tout de même, pour celles et ceux qui nous regardent, tout le monde ne connaît pas forcément ce qui s'est passé ce jour-là, en plein Paris. Rappelons qu'on est avant l'indépendance algérienne de 1962, 17 octobre 61. Que se passe-t-il ? Alors, on est effectivement 5 mois seulement avant l'indépendance, enfin, avant les accords d'Évian qui mettent fin à la guerre d'indépendance. Ce jour-là, des milliers d'Algériens et d'Algériennes répondent à un appel de la Fédération de France du FLN à protester en lui désobéissant au couvre-feu qui leur a été imposé à eux et à eux seuls, qu'on appelait les Français musulmans d'Algérie à ce moment-là. Et donc ils sont appelés à l'heure du couvre-feu, c'est-à-dire aux alentours de 20h30, à lui désobéir, à le braver, à le boycotter, le mot est utilisé à l'époque, en formant des cortèges dans ce qu'on appelle les beaux quartiers de Paris, des beaux quartiers où ils n'étaient pas d'habituellement, puisqu'ils vivaient dans des quartiers de relégation, notamment des bidonvilles très nombreux, comme le très grand bidonville La Folie à Nanterre, ou dans des hôtels meublés à l'intérieur de Paris. Et donc, ce qui se passe, c'est cette manifestation, qui est une manifestation alors à la fois anticoloniale et antiraciste, puisqu'il s'agit de protester contre une discrimination qui est manifestement raciste. Et ils sont des dizaines de milliers selon les chiffres. Oui, alors c'est un certain nombre de dizaines de milliers selon la préfecture de police, on ne saura jamais exactement combien ils étaient. Et c'est aussi donc le jour d'une répression qui est une répression d'une violence absolument extraordinaire et sans précédent, dit-on, en France depuis la Semaine sanglante qui est l'écrasement de la Commune de Paris en 1871. Il y a des historiens britanniques qui disent qu'en Europe occidentale, c'est l'un des pires massacres de l'époque. Oui, d'une manifestation de rue pacifique depuis 1945, effectivement. Ouais. Voilà. Combien de morts ? Alors, combien de morts ? C'est la question la plus compliquée, parce que, comme dans tous les massacres coloniaux, la vie de ceux qui ont été tués à ce moment-là ne comptait pas beaucoup, et on n'a pas compté leurs morts. Rapport officiel, 38 morts, 58 morts. Oui, on a même tout fait pour qu'ils ne puissent pas être comptés. Donc là, c'est un problème extrêmement complexe. Aujourd'hui, les historiens, il y a un consensus chez les historiens pour dire qu'on ne saura jamais d'abord exactement combien il y a eu de morts, et ensuite pour parler de fourchette, d'une fourchette qui est très large, qui va d'au moins une centaine de morts le 17 octobre proprement dit, parce qu'il y a eu des violences avant et des violences après, jusqu'à, alors les chiffres les plus élevés vont jusqu'à plus de 200 morts. Bon, voilà, donc il y a des morts, mais il y a aussi d'abord une rafle considérable. La préfecture annonce qu'elle a arrêté 11 500 personnes en quelques heures. Donc pour ça, il a fallu mobiliser les bus de la RATP parce que les moyens de la police ne suffisaient pas. Et puis il a fallu concentrer tous ces gens qui étaient souvent gravement blessés dans des lieux improvisés, comme le Palais des Sports de la Porte de Versailles, où on a gardé les gens pendant plusieurs jours dans un état lamentable et sans soins. Ici, on noyait les Algériens, ça fait référence bien entendu à un graffiti, si l'on peut dire, je ne sais pas si c'est ce qu'on disait à l'époque. Ici, on noie les Algériens, d'ailleurs qui rappelle le père de Juliette Binoche. Oui, alors qui a été l'une des deux personnes à l'avoir tracé sur un quai de Seine. Ce bombage, comme on disait à mon époque, est resté quelques heures seulement avant d'être effacé, mais il a fort heureusement été photographié. Et cette photo, très tardivement, est devenue virale, iconique. Alors, en direction Nanterre, justement, vous parliez des bidonvilles de Nanterre. Mehdi Slimani, vous avez rencontré Jean-Luc Einaudi, l'historien dont on parle aujourd'hui, et pour preuve, il était venu voir votre spectacle. Comment s'est passée cette rencontre ? Et je l'ai rencontré effectivement en 2011, à l'occasion donc d'une représentation des disparus. C'était à Blanc-Ménil.
Et c'était assez émouvant parce que il fait partie donc des grandes figures qui ont permis de connaître et surtout de reconnaître la mémoire du 17 octobre 1961. Et ce qu'il a vu, donc cette chorégraphie, l'a touché. Et le témoignage qu'il m'en a fait après était très émouvant pour moi, car des gens comme Didier Daninx ou Jean-Luc Enodi sont les personnes par lesquelles j'ai été sensibilisé à cette cause, j'ai envie de dire, et m'ont transmis cette vocation de passeur de mémoire. Il y a une date qu'on n'a pas donnée, c'est 1991, c'est une date importante aussi. C'est à partir de là que va être médiatisé, on va dire, ce massacre du 17 octobre 61. Oui, 91, c'est la date de la parution du livre qui s'intitule « La bataille de Paris, 17 octobre 61 », donc écrit par Jean-Luc Enodi. Alors, c'est le premier récit historique, comment dire... sur les événements, important et basé sur un grand nombre de sources. On voit la couverture du livre. Oui. Alors, il y a eu d'autres choses avant. Mehdi Slimani, tout à l'heure, rappelait le rôle de Didier Daninx, qui, par la fiction, en 1983, avait fait connaître déjà les événements. Il y a eu d'autres livres avant, mais celui de Jean-Luc Enodi, c'est vraiment celui qui fournit un récit historique qui vient remplacer la version officielle mensongère de Maurice Papon en 1961, qui était selon laquelle il y avait eu 3 morts. Bien. Alors ça diffuse la connaissance chez ceux qui lisent des livres d'histoire. La deuxième étape, c'est 2 confrontations judiciaires avec Maurice Papon lui-même. D'abord au procès de Bordeaux en 1997, où Papon est jugé pour son rôle sous Vichy, et non pas pour sa moitié algérienne ou coloniale, qui ne peut pas être jugée en raison de l'amnistie. Et où Enodi fait une déposition à la demande des parties civiles juives, c'est très important de le noter, qui veulent absolument que les morts algériens du 17 octobre soient évoqués dans ce procès, même si la justice ne peut plus être rendue. Il porte plainte contre Jean-Luc Enodi. Et ensuite, 2 ans plus tard, Maurice Papon a l'étonnante idée de porter plainte en diffamation, alors qu'il aurait pu le faire 10 000 fois auparavant, contre Jean-Luc Enodi. Il s'agit pour lui d'alléger son dossier, puisqu'il est pourvu en cassation après sa condamnation. Et ce procès va tourner à sa déconfiture, puisque Enodi va en faire une tribune, 4 jours de défilé de témoins. C'est d'ailleurs une très rare fois depuis la fin de la guerre d'Algérie, où des témoins des exactions coloniales peuvent venir témoigner dans un prétoire en France. Et Enodi sera relaxé. Le procureur reconnaîtra qu'on peut parler à bon droit d'un massacre le 17 octobre. Et donc ça, ces 2 procès sont très médiatisés. La justice a donc parlé, procès médiatisé. Juste sur la mémoire, c'est un sujet brûlant d'actualité, avec notamment d'ailleurs une brouille diplomatique entre la France et l'Algérie. Emmanuel Macron a rencontré des jeunes, des petits-enfants, des jeunes qui avaient un rapport avec l'histoire de l'Algérie et de la France. Et il a dit, que dois-je dire pour ces commémorations? Certains jeunes lui ont dit la vérité sur les chiffres, faire la lumière. François Hollande avait dénoncé la répression, il me semble, je cite. Pour vous, que doit dire de fort Emmanuel Macron? Écoutez, ce qu'il doit dire, c'est ce que réclament depuis maintenant les années 90 les militants comme le collectif Au nom de la mémoire, c'est la reconnaissance d'un crime d'État. Parce que cet événement, c'est un événement de l'histoire de la Ve République, un événement qui touche certes au mythe fondateur de la République. Je rappelle qu'à l'Élysée, à cette époque-là, il y a le général de Gaulle. Mais on doit le reconnaître pleinement pour ce qu'il a été, c'est-à-dire un crime d'État et non pas une explosion, une bavure gigantesque. Voilà. Peut-être quelques mots, Fabrice Rissé-Pétuon, on ne l'a pas évoqué, mais en Algérie, c'est longtemps resté, alors je ne sais pas si le mot est bon, soyons prudents, mais plutôt tabou, voire, alors occulté, ça serait encore plus fort, mais que s'est-il passé côté algérien pour ne pas parler de ce massacre? Alors l'événement n'est pas entré dans ce qu'on peut appeler le roman nationaliste algérien, comme il y a un roman nationaliste français, il l'a fait que très tardivement, parce que, tout simplement, la Fédération de France du FLN est devenue immédiatement à l'indépendance dans l'opposition. Une opposition au pouvoir algérien. Donc il fallait pas leur donner du crédit. Son rôle a été gommé, peu mis en avant, disons, pendant très longtemps.